qui est fondamental dans un récit, c'est le sens de l'histoire et véhiculé par les consonnes essentiellement. Si vous essayez de raconter une histoire sans les consonnes, vous allez voir, ça ne marche pas du tout. Vous avez que... Alors si je vous dis par exemple Yehua et un on comprend pas bien. Il était une fois, il y a bien bien longtemps. Travailler sur les consonnes, c'est travailler sur la capacité de véhiculer un sens dans la parole. Donc on va travailler sur l'articulation, la nature des consonnes. Vous avez des consonnes qui se déploient comme le par exemple. Vous avez des l. Quand vous dites c'est long ou lent. Alors il y a l'articulation, il y a aussi la manière dont on peut traiter une consonne pour qu'elle exprime et peigne le monde que vous voulez raconter. Par exemple, si c'est un moment d'action et que vous avez un bon auteur, il aura sûrement mis des occlusives, des sonorités très courtes comme des que, des be, des ne, des choses un peu aiguisées, angulaires qui vous aideront à donner cette sensation de percutante ou même violente peut-être d'un moment du récit. Abracadabra. Rabadacabra. Ragabacabra. Non, c'est pas abra, c'est abracadabra. Bra. Vous voyez, c'est pas bra. Bra. Pensez bien à ça maintenant, on refait une fois l'exercice. Abracadabra. Cadarabraba. 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 Ah, bien. Cadarabraba. Oui, bien. Cadarababra. Cabrabrabra. Je sais pas celui-là, j'ai pas réussi. Dans le bêtisier. Super. Oui, allez, encore. Allez, encore une fois. Encore une fois, vas-y, allez. C'est bon. Cadarabraba. Cadarabraba. Cadarababra. Cadarabraba. Caradabrabra. Bon, à exercer. C'est pas grave. Quoi? Cadarabraba. Cadarabraba. Cadarababra. Non, cadarabraba. Cadarababra. Voilà. Cadarabraba. Super simple. Cadarabraba. Cadarababra. Carada. Cadara. Faut surtout pas réfléchir. Comme genre. Cadarabraba. Cadarababa. Mieux, voilà, c'est bien. Il faut savoir reconnaître en tant que professionnel un peu la nature particulière de chacune de ces sonorités pour pouvoir les utiliser. Si vous dites immensité, c'est immense. Vous pouvez, grâce au M et au S, décrire un espace immense, par exemple. Et si vous dites juste comme dans la parole quotidienne, c'est immense. Bon, on comprend, mais on n'est pas entraîné dans un espace intéressant. Soyez mobile, emmenez votre voix dans l'articulation. Encore une fois. Dans l'immensité des vastes espaces. 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 Voilà, fais pas plus de pression que ça. Dans l'immensité des vastes espaces. Très bien. Ok. Dans l'immensité des vastes espaces. Ok, pas mal. Aujourd'hui, notre rapport au langage, il est uniquement lié au contenu. Quand je parle, j'exprime des idées, j'exprime des émotions, etc. Mais là, quand tu m'écoutes, tu comprends ce que je dis. C'est comme si tu voyais les concepts. Et la parole, elle est un peu comme une espèce de vitre. Et par derrière, on voit les concepts qui sont exprimés. Mais la parole en tant que parole, en tant que sonorité, rythme, couleur, timbre, elle disparaît quasiment.
Et donc, ce qu'on va essayer dans ce travail d'art de la parole, ça prend différents aspects, mais ce qu'on va essayer, c'est de retrouver, de développer un lien au langage qui part du langage lui-même en tant que langage et pas en tant que pensée. Alors, le fait que les consonnes véhiculent le sens explique peut-être pourquoi, on a vu hier, les animaux ne parlent pas en consonnes. Quand les animaux s'expriment, la petite souris, le chat, c'est toujours quelque chose qui est comme l'expression d'une musicalité qui parle d'une expérience de l'âme, de quelque chose que l'animal vit à l'intérieur et qu'il exprime sous forme d'un son. Mais chez nous aussi, les voyelles, en fait, viennent colorer le langage pour y ajouter cette dimension du sentiment, de l'émotion, de l'intériorité. Là aussi, ça a été beaucoup un apport de Marie Steiner et Rudolf Steiner. Ils ont développé un tas d'exercices qui sont spécifiques à chaque nécessité particulière de la parole. Le souffle, l'articulation, la fluidité, les ambiances à donner à tel ou tel poème ou tel personnage, les différents styles, si vous êtes dans la récitation, si vous êtes dans la déclamation, pour dire un poème lyrique par exemple, ou si vous êtes dans... voilà, vous êtes conteur, vous voulez raconter une histoire, vous n'utilisez pas la parole de la même manière que si vous êtes un acteur et que vous êtes en conversation. Donc tous ces aspects très spécifiques et très précis de la parole nécessitent une pratique, un exercice. Il faut utiliser les consonnes comme si on perçait la voyelle. Laisse beau, beau. Tu vois ce que je veux dire? D'utiliser vraiment la force de la consonne. Lesbos. Lesbos. Bos. Comme si tu perces. Lesbos. Pas mal. Cette Lesbos. Ouais. Cette Lesbos. C'est mort. Cette Lesbos. Voilà, perçois un peu plus les mains. Mais c'est très bien. C'est mort. Prends le temps. C'est mort. Oui. Cette Lesbos. Bien. La poésie est un héritier de la tradition déclamatoire qui est née chez les peuples du Nord il y a déjà très très longtemps et qui ont utilisé le principe de l'allitération pour exprimer leur vie intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, les peuples du Nord avaient... c'est pas comme chez les Grecs. Vous voyez, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de ce courant horizontal. Homère, par exemple, chez les Grecs, a raconté des histoires qui sont certes des mythes, mais malgré tout, ce sont de grands événements qui se déroulent dans le temps. Et il a utilisé pour ça un rythme très particulier, d'ailleurs l'hexamètre, qu'on travaille donc ici à l'école quand on travaille le récit. C'est comme un rythme pam 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 qui donne la sensation d'une espèce de courant de temps comme ça. Alors que les peuples du Nord ont découvert le principe de l'allitération, c'est-à-dire ils scandaient des sonorités comme ça qui comme tombaient du ciel et bon, et bing et bang. Il y a ce moment d'inspiration. Je saute et ensuite je tombe. Et c'est pas juste, regardez, c'est pas simplement je saute. Vous voyez, je vais chercher ce petit moment. Comme je me lie à l'imagination pour la parole, je me lie à l'image, au poème, à tout ce que vous voulez, et ensuite je lâche. Ça tombe, ça coule, ça coule de source. Beaucoup mieux. On repart tout de suite dans l'autre sens. C'était le besoin comme ça d'exprimer, et il s'appuyait sur cette sensation de chute, on va dire, des corps. C'était plus vraiment le temps, c'était le poids, on va dire, qui pour eux les intéressait. Et ça leur permettait comme ça de lâcher un souffle, et comme si l'imagination tombait des cieux et brutalement comme ça envahissait la terre et les spectateurs en fait. Vous avez le droit de penser au théâtre avant et après les actions, dans les césures, mais jamais pendant.
Pendant, ça coule. Ce que vous avez préparé, ça part. Je ne retiens plus, je ne peux plus intervenir, c'est trop tard. C'est comme quand vous lancez un javelot, comme on va le faire au 3e trimestre. Quand je lance un javelot, bah, une fois qu'il est parti, il est parti. Et ce qui va me montrer, c'est le résultat de la manière dont je l'ai préparé, dont j'ai préparé mon lancer. Et les phrases, c'est pareil. Vous préparez votre lancer de phrase, blanc, vous la balancez, eh ben, ce qu'on entend, c'est ce que vous avez préparé, rien d'autre. Donc ne réfléchissez pas, une fois que dans l'action, où on agit, où on réfléchit. Voilà, c'est parti. Efforcez-vous, bouche profuse, de prodiguer et d'épuiser. Un souffle, souffle, souffle qui vibre, tout imbibé de volonté. Laissez tomber, vibrer le verbe, qu'il vibre libre, juste. Mais dans la poésie lyrique, la loi, c'est vraiment qu'il faut être le plus proche possible de ce que le poème nécessite intérieurement comme musicalité. Vous ne pouvez pas faire avec du Bach, du Beethoven, et vice-versa. Vous ne pouvez pas faire avec une suite de Bach, un concerto de Beethoven. Impossible. Et vous ne pouvez pas faire avec du Verlaine, du Rimbaud, le bal des pendus ou je ne sais quoi. Il faut être vraiment à l'écoute intime de l'intériorité du texte. Dans cette limite, vous avez un registre d'interprétation très large, à condition que vous écoutiez bien ces pulsations du langage, ses sonorités et sa vie intérieure, sa magie intérieure, on va dire. C'est clair pour vous? Par exemple, Pierrot, qui n'a rien à clitendre, verse un flacon sans plus attendre, et pratique, entame un pâté, etc., etc. Ça, c'est un texte de Verlaine, par exemple. Eh bien, vous voyez que Pierrot, qui n'a rien à clitendre, avec beaucoup de délicatesse, vous retrouvez ce principe de l'allitération, de cette pulsation liée au fait que les sonorités sont marquées, un petit peu appuyées, et on découvre, grâce à la sensation de poids, c'est un peu le principe du pendule, un outil pour se lier comme ça à ces pulsations, à ces sonorités qui s'incarnent, on va dire. Pierrot, qui n'a rien à clitendre. Clitendre, vous voyez? Clitendre. Pierrot, qui n'a rien à clitendre. Pierrot qui n'a rien d'un clitendre. Je peux le faire de façon sentimentale, je peux faire toutes sortes de trucs. Mais si je m'appuie sur cette pulsation du rythme qui naît de ces côtés scandés un petit peu des sons, on a quelque chose de très naturel, de très aisé, de très délicat, en même temps quand il y a besoin, par exemple dans un poème comme celui-ci, et qui fait que l'acteur, avec une grande aisance, peut rentrer dans toutes sortes de nuances. Pierrot qui n'a rien à clitendre. Pierrot qui n'a rien à clitendre, verse un flacon sans plus attendre. verse un flacon sans plus Là, on attendre. peut faire par exemple 2 allitérations. Verse un flacon sans plus attendre. Flacon. Verse un flacon sans plus attendre, par exemple. Verse un flacon sans plus attendre. Et pratique, entame un pâté. Et pratique, entame un pâté. Il y a une polarité au théâtre très importante, c'est l'action et la césure. C'est pas comme dans la vie de tous les jours où le temps est continu. C'est-à-dire que je vais chez le boulanger, je sors la monnaie de ma poche, je paie, je sors, je ferme la porte, merci, au revoir. Tout est mélangé. Au théâtre, comme le disait Aristote dans la Poétique, c'est une succession d'actions. Par exemple, un regard, une réaction, et puis une parole, par exemple. Tac, tac, clac. Le temps est divisé. Et dans ces espaces de temps que sont les pauses, les césures, que connaissent bien les musiciens, l'acteur se lie à l'imagination et donc à ses intentions. Et il est très important dès le début que les jeunes comédiens ressentent la nécessité de se lier à cet espace qui est leur espace de liberté, celui qui va leur donner ensuite la nécessité intérieure de l'expression théâtrale. Donc, même si d'un côté il travaille des choses très techniques, eh bien, au final, il y a aussi parallèlement, on va dire, la technique de l'imagination, appelons ça comme ça, qui lie au souffle corporel, on va dire, un souffle psychique, un souffle intérieur, un souffle, une respiration de ce qu'est l'art au final.